Neste momento, daremos início aos trabalhos do seminário, com a conferência de abertura, cujo tema será Vulnerabilidade na França, ministrada pela diretora de pesquisa CNRS e pesquisadora do Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris, professora Dominique Memy. Bonjour à tous. Je remercie d'abord Miguel Montagnier et Inès Montagnier de m'avoir invité dans votre beau pays. Et je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Dominique Memy, comme vous voyez. J'ai écrit, je crois, 8 ou 9 livres. Vous avez remarqué ma coquetterie, hein. Je suis spécialiste de ce que j'appellerais la naturalisation des questions sociales et politiques et le rôle que joue le corps aujourd'hui dans notre idéologie politique. Je m'intéresse aussi à la façon dont on parle du corps dans les sciences sociales. Je suis donc une grande lectrice de Norbert Elias, de Michel Foucault, de Pierre Bourdieu, de Irving Hoffman et de toute la nouvelle génération de chercheurs en sciences sociales qui considèrent, avec moi, que regarder les usages du corps aujourd'hui dans nos sociétés nous apprend beaucoup de choses sur le monde social. Et enfin, j'ai travaillé sur la biopolitique contemporaine. La biopolitique, c'est tout simplement la façon dont nous encadrons les usages du vivant, du corps, dans nos sociétés. C'est un terme emprunté à Michel Foucault. Et ma caractéristique, c'est que moi, j'ai toujours travaillé cette biopolitique en travaillant aux deux moments d'entrée et de sortie de la communauté humaine, dans la communauté humaine, à savoir la naissance et la mort. Pourquoi ? Parce que je considère que mes collègues spécialistes de la naissance, de la procréation, de la contraception, ou mes collègues spécialistes de la mort, sont tellement spécialistes qu'ils ne peuvent pas sortir de leurs objets et donc regarder, découvrir les structures portantes, les structures de la biopolitique, et on ne peut le faire qu'en allant parfois aller chercher un autre objet, faire une comparaison avec des objets apparemment lointains, mais qui ont un rapport entre eux, et c'est le cas pour l'entrée, évidemment, et la sortie de la communauté, que sont la naissance et la mort. Alors, les ouvrages que j'ai faits sur cette biopolitique contemporaine, je vous en cite quelques-uns. Le premier, en 1996, est appelé « Les gardiens du corps ». En fait, j'ai travaillé sur l'explosion des discours sur la bioéthique dans nos sociétés. Ensuite, en 2003, j'ai fait un livre qui s'appelle, avec une expression proche de Michel Foucault, entre James Bond et Michel Foucault, qui est « Faire vivre et laisser mourir ». Ensuite, j'ai fait en 2004 avec Didier Fassin, qui est maintenant professeur à Princeton, un autre livre qui s'appelle Le gouvernement des corps. Donc j'ai prolongé ma réflexion sur faire vivre et laisser mourir. Et puis, il y a eu un trou dans ma réflexion. C'est là-dessus que j'ai travaillé. J'ai fait ma conférence hier à l'université. Pendant un certain temps, j'ai pris le temps de découvrir un moment particulier de la biopolitique contemporaine, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui m'a permis de produire 2 livres, un en 2011 qui s'appelle « La seconde vie des bébés morts » et le dernier en 2014 qui s'appelle « La revanche de la chair », dont j'ai parlé hier, c'est là-dessus que j'ai fait ma conférence hier. Mais il se trouve que par ailleurs, m'intéressant évidemment aux usages qu'on fait du corps dans nos sociétés et à ce que cela produit sur le monde social, j'ai co-dirigé 2 ouvrages collectifs sur le dégoût des professionnels de la santé et des professionnels du travail social.
Et donc il y a eu un article, un numéro de revue et un livre qui est sorti en 2016, donc c'est le dernier travail. Car j'ai découvert à quel point aujourd'hui le dégoût ne peut pas, merci, obrigada, ne peut toujours pas se dire, mais il est important et il est probablement de plus en plus proche des consciences des professionnels. Voilà. Bon, alors, on va maintenant dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Le papier dont je vous parle s'appelle Homo Biopoliticus, le contrôle politique des excès dommageables pour la santé, et il porte sur la période, en gros, 1950-2004, la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai travaillé en fait sur les campagnes, je fais un gros travail, mais qui n'a pas donné lieu à un livre, mais à 2 gros articles, sur les campagnes de prévention à propos de l'alcool, du tabac, de l'alimentation. Les campagnes se sont développées récemment, mais également de la sécurité routière. Premier point, les consommateurs quotidiens de tabac et d'alcool en France, représentent respectivement 30% et 20% de la population. Donc ce ne sont pas des chiffres marginaux. La surcharge, le surpoids, la surcharge pondérale, l'obésité si vous voulez, pour aller vite, représente en France, d'après l'évaluation qui est faite maintenant du poids excessif, pas excessif, représente 10% de la population. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus un chiffre totalement négligeable. On n'a pas affaire là à des pathologies physiques, c'est-à-dire physiques qui seraient totalement aléatoires dans la population. Ce ne sont pas des maladies qui sont infligées par la nature, ce sont des conduites sociales, ce sont des addictions, des conduites sociales qui ont simplement des effets sur le corps. Elles sont, donc il n'y a pas d'origine, si vous voulez, physique à ces conduites. Par ailleurs, ces conduites sont socialement très situées, et je reviendrai à ça tout à l'heure. Or, il y a un paradoxe extraordinaire, c'est ce paradoxe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que malgré ce caractère éminemment social de ces conduites et le caractère éminemment socialement situé de ces conduites, les campagnes de prévention sont devenues des campagnes où les classes sociales ont totalement disparu. Voilà. Donc, c'est pour moi un prétexte pour vous faire comprendre comment s'opère aujourd'hui le travail politique, car c'est un travail politique qui s'est opéré, de construction des identités, non pas des identités comme on en parle aujourd'hui, des identités supposées, mais des identités idéales, telles qu'elles sont représentées, telles qu'elles vous sont proposées à votre identification. Il ne s'agit pas d'identité réelle, il s'agit d'identité représentée et idéale. Et dernier petit point, vous connaissez peut-être le joli ouvrage de Mary Douglas qui s'appelle en français « Comment pensent les institutions » « How institution thinks things », je ne sais plus exactement en anglais, comment pensent les institutions. Et Mary Douglas parle du programme que se donnent les institutions, la manière dont les institutions pensent la politique et les individus sur lesquels, les cibles de la politique. Elle en parle comme d'un programme informatique qui, à un moment donné, s'installe et vit sa vie autonome. Il s'emballe, il devient à lui-même sa propre enfant. Eh bien, on peut dire que les campagnes de prévention montrent un programme idéologique, si vous voulez, qui s'est installé et qui vit sa propre vie de manière autonome par rapport au monde social. Alors, pour aller très vite, il y a une partie que je vais passer qui est la période... Oui, enfin non, D'abord les corpus. C'est un gros travail que j'ai fait. J'ai travaillé sur, par exemple, les spots publicitaires. Donc il y a eu 106 spots depuis 1970 de sécurité routière. Il y a eu 22 spots depuis 1976 concernant le tabac. 17 spots concernant l'alimentation et la nécessité de l'activité physique. Donc les spots. J'ai travaillé évidemment sur toutes les affiches disponibles
mais également pour les années 45-50 sur une superbe collection d'affiches qui avait été collationnée par un chercheur, un sociologue de la santé. J'ai travaillé aussi sur ce qu'on appelle les guides qui sont donnés, vous savez, dans les dispensaires, dans les cabinets médicaux. Le guide pour arrêter de fumer. Il y a 3 guides pour arrêter de fumer qui ont été produits. Le guide pour réduire son alimentation, etc. Bon. Mais j'ai également travaillé, et ça c'était très intéressant, sur les rapports préliminaires aux campagnes de prévention. C'est-à-dire tout le travail intellectuel, professionnel, fourni en amont des campagnes et qui donne à voir le destin qui est attribué aux classes sociales dans la pensée des auteurs des campagnes de prévention. Voilà pour le corpus. Alors, autre point, je ne vous donnerai qu'en 2 mots la chronologie de cette affaire. En gros, en France, il y a 2 moments de montée des campagnes de prévention. Les années 50, où souvent les campagnes de prévention sont faites par des institutions privées. Par exemple, pour la route, les dangers sur la route, c'est d'abord une association privée, la délégation à la sécurité routière, qui s'occupe de ces campagnes. Même chose pour le tabac, pour l'alcool. On a au début des initiatives qui sont plutôt des initiatives restreintes et en tout cas qui échappent en partie au pouvoir public. Le grand moment de promotion de la prévention en France, c'est en gros à partir des années 70 où se développent la plupart des grandes campagnes existantes aujourd'hui. C'est le moment où est créé le comité, alors je ne me souviens jamais, le comité d'éducation sociale, le comité français d'éducation pour la santé, et également une quantité d'argent impressionnant est donnée, allouée à ces campagnes. Par exemple, le budget de ce comité d'éducation pour la santé est passé de 1974, de 74 à 81, il a été multiplié par 14 fois en l'espace de 8 ans. Et ensuite, il a été multiplié par 7 dans les 20 années suivantes. Donc vous voyez une énorme souci de prévenir les conduites à risque en matière de santé, de sécurité routière, etc. Des ministres importants comme Simone Veil, qui a été ministre de la Santé, qui en France a été celle qui a introduit la possibilité pour les femmes d'avorter. Simone Veil a été aussi celle qui s'est intéressée à la prévention concernant le tabac et l'alcool. Donc vous voyez un intérêt venu de très haut et qui se traduit par un vrai engagement financier sur ces questions. Voilà. Bon, j'arrête pour la chronologie, ça vous suffit. Alors, premier élément extrêmement important. Ces campagnes aboutissent aujourd'hui, si on se place dans les années 2000, à un être en totale apesanteur sociale. Alors, le plus facile, c'est de prendre les campagnes les plus récentes, à savoir les campagnes sur l'alimentation. Elles sont nées dans les années 2000. Les grandes campagnes, c'est les années 2000. Et par exemple, dans le métro, nous avons vu dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, nous avons vu apparaître des affiches où on voyait le bas d'une jupe d'une femme avec des talons aiguilles, donc clairement une femme, ou un bas de pantalon masculin avec la motion, l'expression, j'ai oublié le terme qui était indiqué, mais voilà, c'était une campagne pour l'activité physique, pour la réduction de l'alimentation, mais surtout pour l'activité physique. Et donc on voyait les jambes de la femme et les jambes de l'homme marcher avec insistance. Alors ce choix, donc femme, catégorie biologique,
en principe, et monsieur d'un certain âge, car ce n'étaient pas des chaussures de tennis de la jeunesse, hein, était justifié dans les rapports préliminaires par le fait que l'obésité serait particulièrement développée chez les personnes plus âgées et chez les femmes. Donc il y avait une justification officielle. En 2002, est publié un guide alimentaire qui est donné dans certains services publics, en droit public, avec 25 portraits de cibles de la prévention alimentaire. Sur 25 portraits, on a de tout dans ces portraits. On a un jeune homme qui dit « Je reçois souvent, j'aime faire la fête » et sous ce portrait de jeune homme, vous avez des conseils sur boire un peu moins d'alcool pour ne pas consommer du sucre et de l'alcool. Voilà, des conseils spécifiques pour ce jeune homme. On voit une jeune femme qui dit « j'ai toujours faim ». Donc on a ensuite des conseils pour ne pas manger entre midi et le repas du midi et le repas du soir. Mais sur 25, vous avez un seul cas où on voit une femme qui dit « j'ai du mal à joindre les deux bouts ». Alors pour la traductrice, joindre les deux bouts, c'est faire que le salaire de la fin du mois dure suffisamment pour que le salaire du mois prochain vienne fournir de l'argent pour pouvoir manger correctement. Autre exemple, des portraits qui sont des portraits, 15 portraits qui ont été faits pour des spots à la télévision en 2004. Ces portraits, parmi tous ces portraits, un seul montre une femme qui s'appelle Catherine, qui est dans sa cuisine, qui est en train de peler les pommes de terre et qui s'énerve et qui dit « les fruits et les légumes, c'est vraiment trop cher ». C'est-à-dire qu'elle restitue un souci typique de personnes qui n'ont pas encore accédé à l'idéologie écologique et bio ou végane, etc., et qui dit, on voit visiblement que ça l'embête de peler ses légumes, qu'elle n'a pas le temps et que ça l'ennuie, et que par ailleurs c'est vraiment trop cher pour elle. De même, en 2004, une campagne sur des Fun Radio et Énergie, ce sont deux radios pour jeunes gens, en fait fait 44 spots exclusivement dirigés vers les jeunes, encore une catégorie biologique. En ce qui concerne le tabac, l'alcool et l'alcool au volant, on a 22 spots et on a très peu de représentation des groupes sociaux. Alors, le seul exemple un peu socialement situé, c'est une caissière au supermarché et un entraîneur sportif. Et le problème, c'est que l'entraîneur sportif est habillé en costume-cravate, ce qui est assez rare. D'autre part, ils sont tous deux français, lisses, jolis garçons et jolies filles. Et on voit simplement autour d'eux une caissière qui est d'origine étrangère. Et l'entraîneur sportif est entouré, évidemment, comme en les matchs de foot français, de représentants noirs ou métis ou d'Afrique du Nord qui représentent la société entière. Mais l'entraîneur, celui qui parle de son rapport au tabac, à l'alcool, etc., est un Français qui porte beau, comme on dit. Alors, c'est assez curieux parce qu'à la même époque, les argumentaires qui étaient présents dans les rapports préliminaires aux lois de prévention en 93, 95 et 97, on voyait qu'il y avait un vrai souci encore pour des actions d'éducation prioritaires vers certains groupes sociaux. Mais la chose a totalement disparu dans la campagne elle-même. Autre exemple, concernant cette fois-ci l'alcool. En 1976, une grande campagne, la première grande campagne, en tout cas pour la télévision, est lancée concernant l'alcool. Et on voit, le slogan de la campagne est « Un verre, ça va, mais 3 verres, bonjour les dégâts ». C'est le même slogan pour les 3 campagnes. Mais il y a une campagne dans un salon bourgeois
On voit la famille qui commence à boire et qui dit « Oh non !» qui refuse de boire. Un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Ensuite, on a un café où on a deux jeunes des classes populaires qui se proposent de la bière et un des jeunes hommes refuse le verre de bière. Il envoie le verre de bière sur le bar et le verre de bière, c'est le 3e verre. Et ce verre tombe et éclabousse évidemment un client qui se trouvait là. Et le jeune homme souriant dit « Un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts ». Bon. Et le troisième spot télévisuel montre une classe moyenne dans une maison relativement commune pour les classes moyennes et dit la même chose. Ce qui est très intéressant, c'est que le troisième spot est un spot où on voit des classes populaires, mais ce sont des jeunes des classes populaires, déjà en 1976, ce sont des jeunes. Et dans les affiches, vous allez voir, et c'est des jeunes, vraiment, on voit bien, ils ont un blouson noir, hein, ils habitent dans certains quartiers clairement populaires. Et quand on regarde, on cherche ces jeunes en blouson noir, c'est ce qu'on appelait nous les blousons noirs à cette époque, on voit la disparition progressive du blouson noir, c'est-à-dire du jeune représentant les classes populaires, au profit du jeune. Et du jeune qui n'est plus du tout, qui n'a plus l'embonpoint possible du jeune des classes populaires, qui devient comme ça, qui est clairement une espèce d'étudiant, l'étudiant classique, avec un peu trop de cheveux, habillé avec un pull vert comme je viens de le mettre tout à l'heure pour ne pas avoir froid. Enfin voilà, c'est un jeune qui n'est pas totalement socialement indifférencié, il est plutôt un jeune des classes moyennes. Et la campagne est dirigée vers les jeunes, elle n'est plus dirigée vers les groupes sociaux. Alors, quand on regarde, encore une fois, pour cette campagne-là, sur l'alcool, on passe dans les travaux préparatoires, on passe de l'enquête préliminaire, statistique, au rapport qui est produit pour les communicateurs. Et ensuite, à la campagne elle-même, on voit le travail de progressive évacuation de l'identité sociale au profit de l'identité biologique, femmes, enfants, jeunes, personnes âgées. Voilà, ça c'était mon premier point, hein, je ne vais pas donner plus d'exemples, ce n'est pas nécessaire. C'était mon premier point, que vous voyez qu'il y a un véritable travail d'euphémisation, d'évacuation du social dans les campagnes de prévention. Deuxième point, alors je ne vais pas vous donner tous les éléments de statistiques, mais évidemment, les sociologues de la santé, ils ont fait des statistiques sur qui mange, qui boit de manière excessive, qui fume de manière excessive aujourd'hui, et surtout de qui se tue sur la route. Les classes qui boivent, qui fument, qui se tuent sur la route restent malgré tout toujours les classes populaires. 2 petites modifications. Il y a une chose qui a effectivement disparu dans le rapport à l'alcool. C'est l'alcoolisme extrême des classes populaires, et notamment les morts par l'alcoolisme, par la maladie qu'on appelle la cirrhose du foie. Il y a eu une baisse importante de la mortalité par cirrhose du foie en France. Donc vous voyez, je nuance le propos. Bon. Mais ce qui n'a pas baissé, c'est la surconsommation d'alcool, même si on a vu apparaître dans les années 60 une espèce d'alcoolisme soft des cadres moyens qui boivent un whisky en rentrant chez eux. Ce n'est pas le même alcoolisme, hein, mais il y a eu une espèce de montée de la consommation de l'alcool chic chez les cadres moyens. Autre exemple, la mort sur la route. Alors, on dit, et c'est vrai, que ce sont les gens qui se tuent sur la route, en France, je ne sais pas comment c'est ici, sont des hommes de moins de 40 ans, et que donc l'alcoolisme, enfin la mort sur la route est liée à l'identité donc biologique masculine et à l'âge. Mais les travaux sociologiques un peu plus poussés qui ont été faits sur la mortalité sur la route montrent que ce sont bien des jeunes qui se tuent sur la route, c'est des gens avant 40 ans, mais ce sont avant tout, il y a une surmortalité très nette des jeunes des classes populaires.
C'est-à-dire, vous savez, c'est l'alcoolisme du samedi soir, on rentre en voiture, après on s'ennuie profondément dans les campagnes, on va boire un coup à la ville, enfin à la ville ou dans un autre endroit, on rentre et on se tue sur la route. Donc là aussi, dès que vous avez des travaux un peu qualitatifs sur ces pratiques sociales, vous découvrez que l'identité sociale est très présente dans la réalité et elle a disparu dans les campagnes. Autre apport par les enquêtes qualitatives, je n'ai trouvé qu'une seule enquête non statistique et qui a interrogé des appartenants au groupe populaire français. C'est la seule enquête par entretien que j'ai trouvée. Donc on n'a pas fait ce travail encore. Et dans l'enquête par entretien, ce qui apparaît à propos de l'alcool et du tabac, et de la sécurité routière aussi, c'est que les ouvriers qu'on interroge sur ces campagnes, on leur passe des spots publicitaires, on leur demande qu'est-ce que vous en pensez. Ils disent que ces campagnes ne sont pas assez comment on pourrait dire ça, fortes, ne sont pas assez insistantes, ne sont pas assez dirigées vers eux, vers leur manière d'appréhender l'importance de boire, l'importance pour la virilité tout simplement, l'affirmation de la virilité, de boire, de savoir boire, de montrer aux copains qu'on sait boire. Et ces campagnes ne travaillent pas cette culture spécifique de rapport à la boisson. De même, ces campagnes sont totalement ignorantes de la fonction sociale de la boisson et du tabac dans les classes populaires, à savoir du sens que ça peut avoir d'accéder à un plaisir qui est un plaisir immédiat, qui permet de satisfaire une pulsion immédiate dans une vie qui, au fond, interdit beaucoup de plaisir et qui est fait de beaucoup de contraintes professionnelles. Donc on voit bien que dès que vous avez des enquêtes un peu qualitatives, vous découvrez que ces campagnes sont relativement inadaptées à toute une partie du monde social. Or, c'est la partie du monde social qui boit, qui fume, qui mange et qui se tue sur la route. Dernière partie de mon exposé, les explications évidemment. Pourquoi ce décalage ? Car ce décalage rend les campagnes en partie inefficaces et inadaptées. Alors, je suis allée voir les auteurs de ces campagnes de prévention et j'ai recueilli leurs discours. Je ne l'ai pas fait de manière encore systématique et j'ai envoyé une doctorante qui va faire ce travail de manière plus systématique. Mais, première chose que j'apprends, c'est que les auteurs des campagnes de prévention me disent on ne peut pas montrer les classes sociales aujourd'hui, on ne peut pas indexer, c'est ça l'index en français, on ne peut pas indexer les groupes sociaux, ça ne serait pas politiquement correct, c'est une mauvaise chose. Premier constat, donc, cette conviction que l'appartenance aux groupes sociaux et la reconnaissance de l'appartenance aux groupes sociaux est politiquement non correcte dans ces univers. Deuxième constat, j'étais dans cet endroit où il y avait ces créateurs de campagnes et j'ai parlé avec tous les gens qui étaient là. C'était de charmantes jeunes femmes, elles étaient toutes comme ça, aucune de ces femmes ne mange de manière excessive, elles ne fumaient pas. Je ne sais pas si elles boivent, je n'ai pas eu l'occasion de manger avec elles, mais en tout cas, aucune d'entre elles ne fumait, et clairement, elles avaient déjà, comme dirait Pierre Bourdieu, l'habitus du personnage qu'elles fabriquaient dans ces campagnes de prévention. Il faut évidemment continuer l'enquête et comprendre d'où elles viennent. Ce qui est important, c'est que ce monde-là est un monde de consultants qui font les campagnes, c'est souvent des agences privées, mais qui travaillent pour l'État avec un contrat. Et elles viennent évidemment d'un milieu social particulier, avec des représentations du corps légitime, évidemment particulier. Mais troisième élément de compréhension, pour avoir ce troisième élément d'explication, il faut rentrer dans le matériau de campagne, de manière un peu plus fine, un peu plus qualitative. C'est-à-dire que il faut aller comprendre
comment, dans ces matériaux de campagne, se fabrique et se transforme la représentation du sujet aujourd'hui, du sujet ici de prévention. Donc pour ça, j'ai regardé et lu très attentivement, encore une fois, les rapports, les enquêtes préliminaires, mais également les petits livrets qu'on donne, les guides, pour contrôler son alimentation, son obésité, pour faire de l'activité physique et pour contrôler sa consommation d'alcool et de tabac. Alors, pour que vous compreniez la particularité de ces matériaux, il faudrait que vous vous reportiez, je ne sais pas si c'est possible pour vous, aux campagnes de prévention qui ont dû exister aussi au Brésil dans l'avant-guerre, l'avant-deuxième guerre mondiale. Les campagnes de prévention en France, en tout cas dans toute l'Europe, de l'avant-deuxième guerre mondiale, sont des campagnes qui sont axées clairement sur la peur. Quelqu'un a parlé de vaccination, c'est fort le terme, par l'effroi, par la peur. On voyait, je ne sais pas encore une fois si c'est la même chose au Brésil, on voyait des grandes affiches montrant, par exemple, une famille de classe ouvrière souriante, avec le soleil rentrant par la fenêtre, des enfants bien en chair, bien nourris, et un père charmant, et puis une affiche à côté montrant la même famille ouvrière avec des enfants maigres, un père avec une bouteille à côté de lui, une mère les cheveux délacés et l'habitat complètement dévasté par la pauvreté et la misère. Voilà la campagne typique concernant l'alcoolisme, montrant que l'alcoolisme fabrique la mort des familles. Bon. Autre type de campagne avant les années 45, on voyait les organes intérieurs du corps affectés par l'alcoolisme, et donc absolument monstrueux, transformés par le dessin. Ce n'était que des dessins, il n'y avait pas de photos à l'époque, mais complètement déformés par l'alcoolisme et donc devenus effrayants. Et il y a même en France une pièce de théâtre que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Knock. Et Knock est une pièce de théâtre connue parce qu'un des plus grands acteurs français a représenté ce personnage de Knock. Et ce grand acteur français s'appelle Louis Jouvet. Et la pièce est connue car elle est devenue d'abord une pièce de théâtre et ensuite un film. Et qui est Knock ? Knock est un médecin qui, pour gagner de l'argent, reçoit des paysans, des ouvriers dans son cabinet et leur décrit. Et eux n'ont pas tellement envie de faire appel à un médecin. Ils ne sont pas du tout soucieux de leur santé. Et donc, il leur décrit l'état intérieur de leur corps de manière absolument dramatique. Et on voit le paysan ou l'ouvrier commencer à transpirer et évidemment adhérer aux conseils du médecin et aux médicaments qu'il leur propose, contre argent évidemment important. Voilà en gros le portrait des campagnes de prévention des années avant les années 50, les années 30 notamment. Maintenant, on va se projeter dans la période actuelle. La période actuelle, la prévention est faite, par exemple, par la limitation partielle de la publicité en faveur du tabac en 1976, en faveur de l'alcool, en 1991, on n'a pas enlevé complètement la publicité, vous le savez. On a simplement mis sur les affiches le tabac, consommer du tabac nuit gravement à la santé, ou consommer de l'alcool, mais avec modération. Donc, les campagnes de prévention sont axées sur la modération et sur le conseil, le pur conseil. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a enlevé les distributeurs de produits alimentaires à l'intérieur des lycées et des collèges en 2004. On a aussi essayé de diminuer la publicité en direction des jeunes enfants à la télévision dans les programmes qui sont destinés aux jeunes enfants. Donc, vous voyez que la manière de faire de la pédagogie des risques, c'est l'éloignement des objets de tentation pulsionnels.
Autre chose, on essaye de décourager le passage à l'acte de la consommation de diverses manières. Donc, la manière que vous connaissez tous, je pense, au Brésil, je n'ai pas regardé des paquets de cigarettes, mais la manière de décourager, c'est de marquer « fumer tue ». Ou de montrer l'intérieur des organes, effectivement, sur les paquets de tabac. Il était question, je ne sais pas où ça en est, de mettre la même chose sur les bouteilles d'alcool pour les femmes enceintes, de leur montrer que c'est très mauvais pour les enfants. Mais on peut aussi, pour défavoriser, pour décourager le passage à l'acte de la pulsion, encourager un passage à l'acte vertueux, positif. Par exemple, dans les métros à Paris, vous aviez sur un escalier, il était écrit « Cet escalier est recommandé pour votre santé ». Ou bien, avant l'escalier, vous avez écrit « Et si vous preniez l'escalier ?» Et en jaune, vous aviez des pas dessinés qui vous dirigeaient, qui vous faisaient partir de l'escalator et vous faisaient aller vers l'escalier. Donc vous voyez là que la campagne se dirige vers un sujet qui est accessible au calcul, qui peut choisir entre l'escalator et l'escalier, qui est capable de choisir entre les coûts et les bénéfices du passage à l'acte. Bref, c'est un homo biopoliticus calculateur et raisonnable. Autre signe de cette émergence de cet homo biopoliticus calculateur et raisonnable, c'est la prévention par la hausse des prix. Alors, certains sociologues ont essayé de démontrer que la consommation de tabac n'est pas très sensible à la hausse des prix, car l'addiction est trop forte pour un fumeur de tabac. Je ne sais pas ce qu'il en est dans la réalité. Je ne trouve pas le chiffre permettant de voir que, vous savez, ce qu'on appelle en économie l'élasticité de la consommation par rapport au prix, se vérifie ou pas véritablement pour le tabac. Mais certains sociologues, certains experts ont en tout cas défendu cette thèse. Je ne sais pas la réalité, mais toujours est-il que du point de vue des politiques qui ont été choisies, entre septembre 91 et décembre 96, le prix du tabac a été augmenté de 96%. Soit 74 points de plus que l'inflation en France à la même époque. Donc ça, c'est l'action par la dissuasion économique, financière. Mais le système est beaucoup plus général que le rapport à la dissuasion financière. Si vous regardez les campagnes de prévention sur la route, la sécurité routière, on a des formes de dissuasion qui sont dans l'esprit identique, mais ce n'est pas une dissuasion financière. En France, et pas simplement en France, vous avez maintenant des permis de conduire qui sont des permis à points. Vous avez donc, il y a 12 points sur le permis de conduire français. Et vous avez ce qu'on appelle un capital de points. Et quand vous passez alors qu'il y a un feu rouge, on vous enlève, je crois, 2 points. Ce capital de points, c'est vous qui l'administrez librement. Et lorsque vous arrivez à 6 points, moi je suis à 2 points en moins, hein, mais quand vous arrivez à 6 points, on vous propose, vous avez la possibilité, vous avez le risque qu'on vous enlève au bout d'un moment pour quelques mois votre permis de conduire, mais on vous propose aussi de récupérer, de racheter des points en faisant 2 choses. D'une part, en suivant un stage de récupération de points pendant 2 jours où vous réapprenez le code de la route. Mais pour faire ce stage, il faut payer 230 €. Donc vous voyez qu'il y a là une dissuasion, à la fois, on vous demande d'administrer le sacrifice financier, mais également en temps, 2 jours de travail, en temps pour racheter votre capital de points. Donc vous voyez, c'est un type de dissuasion qui repose sur un homo biopoliticus capable de calcul, d'anticipation et de prendre les risques qu'il estime nécessaire de faire. Dernier exemple, les radars. En France, comme partout, je pense, vous avez des radars sur la route, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les cartes de ces radars sont disponibles. Vous pouvez acheter les cartes vous indiquant où sont les radars.
Quelle est l'explication? C'est qu'on considère que le conducteur est un être responsable et qui a le droit même de conduire très vite à certains endroits et de ralentir, de modérer sa consommation de vitesse à l'endroit où le radar va apparaître. Alors, pourquoi c'est très intéressant ça? Parce qu'il se trouve que moi, je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur la biopolitique autour de la naissance et de la mort. Et il s'est produit à la même époque, dans les années 70, au moment où il y a l'expansion de ces campagnes de prévention, au fond exactement la même chose autour de la naissance et de la mort. Avant les années 75 en France, on ne pouvait pas avoir de contraception, on ne pouvait pas avorter, on ne pouvait pas évidemment demander de la procréation artificielle. On ne pouvait pas, on peut toujours pas, mais ça commence à devenir possible, pour la mort, demander l'euthanasie. Beaucoup de choses étaient interdites. La pilule, la contraception par la pilule du lendemain qui existe en France, vous pouvez prendre une pilule après un rapport sexuel pour éviter d'être enceinte. Tout ça est devenu possible entre les années 67 et 75. En une décennie, tout a été transformé, tout est devenu possible. Vous pouvez faire, en gros, en France, à peu près ce que vous voulez de votre corps, à une condition, toujours la même. Vous présentez devant un représentant du pouvoir médical ou pharmaceutique et exprimez à ce représentant les raisons de la demande de contraception, d'avortement, de procréation artificielle, etc. C'est-à-dire que c'est mis en place ce que moi j'ai appelé un gouvernement par la parole des usages du corps procréatif, mais également mourant, car c'est la même époque où sont créés en France les soins palliatifs. Et dans les soins palliatifs, on fait parler énormément les gens qui sont là et qui approchent de la mort. On administre les difficultés de la fin de vie par la parole. Donc c'est très intéressant parce que, vous voyez, le gouvernement, c'est un gouvernement, une biopolitique générale qui repose sur un être raisonnable et parlant, et également sur une dissuasion financière. En France, on rembourse à 65% les méthodes de la contraception, on rembourse à 80% l'avortement, mais on rembourse à 100% la procréation artificielle. Donc on a une hiérarchie de prise en charge financière et les individus savent qu'un avortement n'est pas entièrement remboursé et que la contraception n'est pas entièrement remboursée. Donc vous voyez, c'est la même représentation d'un être qui est capable de choisir enfin en principe, l'être idéal. Dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Une femme qui veut avorter en France, elle ne calcule pas. Mais elle est censée savoir que... Bon. Donc toujours le même personnage, apte à la réflexivité, à la capacité de préférer telle ou telle prestation en fonction de ses besoins, mais également avec un dialogue avec le pharmacien à qui on va demander la pilule en question. Si vous rentrez un peu plus précisément dans les guides pour arrêter de fumer, vous trouvez ce personnage apparaît de manière beaucoup plus extraordinaire. Dans les guides d'auto-limitation, chacun va évaluer son degré de motivation pour arrêter de fumer ou diminuer sa consommation alimentaire ou d'alcool. Dans le guide, ça commence comme ça. Vous sentez-vous prêt à arrêter de fumer? Ou bien, et vous, avec l'alcool, où en êtes-vous exactement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez de la motivation pour arrêter de l'alcool ou arrêter de fumer? Et ensuite, on lui demande, quels seraient vos motifs pour arrêter de fumer? Alors, on va traduire. Motivation. La motivation, au fond, c'est la volonté. À quel degré de volonté vous êtes d'arrêter de fumer ou de diminuer votre consommation? Volontas. Volonté, volontas. Les motifs, c'est les bonnes raisons d'arrêter. C'est intéressant, parce que lorsque vous venez pour avorter en France, ou quand vous venez pour avoir un bébé, un bébé artificiel, la procréation artificielle, le médecin est là et il écoute les bonnes raisons biographiques que vous êtes capable de fournir. Pourquoi vous venez avorter pour la deuxième fois? C'est pas très bien. Bien sûr qu'on va vous donner l'avortement, mais quelle est la raison de ce deuxième avortement, et même du premier avortement? Parce que, en fonction des raisons, on va vous donner des instruments pour ne pas refaire la même bêtise. Donc, on demande aux gens leurs raisons. Par exemple, j'ai assisté à beaucoup de consultations en procréation artificielle,
Une femme qui vient et qui dit « Ma sœur, qui est plus jeune que moi, a eu un bébé », et elle se met à pleurer. Le médecin considère qu'elle a fourni une raison biographique suffisante pour qu'il essaye effectivement de lui fournir une procréation artificielle. C'est le gouvernement par la parole. Eh bien là, c'est la même chose. On a ces guides, sont un gouvernement par la parole qui s'adresse aux motivations, à la volontas et aux raisons, aux motifs d'arrêter de fumer. Mieux, on fournit aux candidats à l'arrêt de tabac et à l'arrêt d'alcool une petite règle qui ressemble beaucoup, pour ceux qui sont déjà allés à l'hôpital, aux règles qu'on vous donne quand vous allez subir une opération ou après l'opération pour vous donner des calmants quand vous avez mal. Vous devez évaluer sur cette règle l'intensité de votre douleur. Ou bien on vous demande, entre 1 et 10, quelle est l'intensité de votre douleur? Pouvez-vous évaluer cette intensité? Et on vous donne un calmant en fonction de ce que vous dites. C'est 5, c'est 6, etc. Eh bien, c'est le même type de règle qui est fourni à des candidats à l'arrêt de consommation du tabac. On leur demande d'évaluer leur état de motivation pour arrêter, l'état de leur volontas pour arrêter de fumer. Donc, vous voyez que là encore, on emprunte au lexique de la volonté. Quand vous avez évalué votre volonté, votre intensité de volonté de fumer, le service peut vous mettre à disposition, d'abord un conseiller avec lequel vous allez parler de nouveau de vos motivations et de vos raisons d'arrêter, et ensuite un tabacologue qui va vous donner les instruments pour essayer de freiner votre consommation. En résumé, j'arrive à ma conclusion. Vous avez là un personnage qui n'a jamais aucune détermination sociale, évidemment. Il est juste un individu seul, face à sa volonté et à ses raisons d'arrêter. C'est un individu qui n'a pas d'inconscient. Il n'a pas de pulsion à consommer du tabac et de l'alcool ou à avoir envie de jouer sa vie sur la route. À la place du poids des groupes sociaux et le poids de l'inconscient, ce qui s'installe là, c'est un psychisme, qui est un psychisme non pas pour psychanalystes, c'est fini les psychanalystes, c'est un psychisme pour psychologues, qui s'intéresse à la partie supérieure du psychisme, là où règne la volontas, le désir, mais pas un désir très profond, là où règne le calcul, la capacité du calcul, là où règne la capacité de l'autocontrôle. Et là, évidemment, je pense beaucoup à un auteur qui s'appelle Norbert Elias et qui a montré comment la civilisation se fait par un autocontrôle progressif. On a là vraiment une autre manifestation de la prise de pouvoir des psychologues dans l'univers social. Mais je ne vais pas en parler ici, c'est une autre question. Conclusion. Qu'est-ce que c'est que cet homo biopoliticus actuel? Alors d'abord, c'est un homo biopoliticus obsédé par son destin physique, car contrairement à ce qu'on peut penser, les campagnes de prévention donc, ont accru énormément leur pression sur nous tous. Je vous ai parlé d'argent, les crédits ont été beaucoup plus importants qu'auparavant, les agences de publicité se sont multipliées, l'État s'est énormément engagé sur ces questions, et de manière générale, vous avez beaucoup d'affiches, beaucoup de spots, beaucoup de campagnes de prévention aujourd'hui de toute nature. Ce qui montre, comme disait Michel Foucault, que mon avenir physique est vraiment devenu, c'est accru comme un souci d'État. L'État a le souci du devenir physique des individus de manière encore plus forte que ce que Foucault avait déjà montré. Ça s'est intensifié, ce souci du devenir physique des populations. Je vous donne un seul exemple. La campagne pour élire Jacques Chirac était une campagne totalement axée. Jacques Chirac, le président de la République, était totalement axé sur la sécurité routière. Il a axé sa campagne sur la sécurité routière, sur la violence en ville, la sécurité physique des populations. Et la troisième chose, je ne sais plus ce que c'était, je me demande si ce n'était pas la prévention, les risques, les excès.
Donc c'est un bon exemple de ce souci d'État, mais c'est également une augmentation du souci de soi. Mon souci majeur doit être de m'intéresser, non pas à mon destin social, mais à mon destin physique, à l'avenir physique de mon corps. C'était le premier point. Deuxième point, ces campagnes sont axées donc sur une biopolitique qui a pour cible un sujet en apesanteur sociale, radicale, et sans détermination forte. Il est défini par sa volontas, par ses bonnes raisons, qu'il est capable de formuler à un intermédiaire, un médecin en général, ou un conseiller, et il va recevoir d'ailleurs des conseils en échange, il va y avoir ce gouvernement par la parole, des capacités fortes à l'autocontrôle pulsionnel, à l'anticipation, et ce personnage est fortement défini par son statut biologique. Femme, jeune, personnes âgées, et non pas par son statut social. Voilà le sujet politique idéal des campagnes de prévention aujourd'hui. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ce sujet politique idéal ressemble beaucoup au sujet politique tout court de quelqu'un qui vote en toute connaissance de cause et qui choisit de manière souveraine entre des bénéfices différents selon les personnages politiques qu'il va choisir. Comme si c'était comme ça que se faisait le vote, se faisait toujours le vote. Cet homo biopoliticus ressemble non seulement au sujet politique, mais au sujet économique, évidemment, d'aujourd'hui, qui est en principe capable de choisir souverainement dans un magasin l'intensité de la consommation, alors qu'on sait à quel point le monde, l'univers d'un magasin est fabriqué pour favoriser le passage à l'acte consommateur. J'ai fait un voyage aux États-Unis récemment et je me suis aperçue que j'étais en train d'acheter une chaise et autour de moi, à droite, à gauche, il y avait des présentoirs pour des bonbons à ma droite, des gâteaux sur ma gauche et des bouteilles de Coca-Cola juste derrière moi. Et j'avais soif et j'avais faim et c'était pas évident de me dire bon, je peux aussi. Hein, bon. Alors c'est très développé aux États-Unis, mais ça existe, vous le savez aussi, près de la caisse, quand vous arrivez pour payer ce que vous avez choisi d'acheter, vous avez des tentations très importantes. Donc pour finir, vous avez là un excellent exemple, ces campagnes de prévention sont un excellent exemple de là et de comment s'opère le travail idéologique contemporain pour fabriquer un sujet idéal, non pas un sujet réel dont parlent maintenant les sociologues, mais le sujet idéal auquel doivent aujourd'hui essayer de s'identifier les sujets réels qui sont dans le monde social. Voilà. Bom, alô? Oi. A gente agradece muito a conferência. A gente vai abrir para questões. Então, quem tem algum assunto, algum tema, ou alguma questão que tenha surgido durante a exposição, a gente vai abrir. A gente tem um tempo ainda para utilizar e vai ser traduzido. Ela já colocou o aparelho, ela vai ouvir as perguntas e vai responder simultanément. Alors, évidemment, une chose m'intéresse beaucoup, m'intéresse beaucoup, c'est que là, j'ai travaillé sur le monde, sur l'Occident, voilà, que je connais, hein, mais toutes les réactions par rapport à ce qui se passe au Brésil, évidemment, les choses communes, mais pas simplement les choses communes, seront intéressantes pour moi. Voilà. Bom, a gente precisa do microfone. Quem está com... Oui, j'entends. Alors, il y a une question là-bas. Voilà. Bom dia. Primeiro que eu gostaria de agradecer, foi uma palestra muito interessante, né? Eu tenho apenas, assim, eu tenho várias curiosidades a esse respeito, quando eu penso na relação
entre França e o Brasil, né? São dois mundos completamente diferentes, né? E aí, eu gostaria de perguntar o seguinte: quando eu penso na França, eu penso num país que já tem já se aproxima muito do que seja um país laico, né? Existe uma laicidade, diferente do Brasil, em que a laicidade se dá só no papel. A democracia, eu acredito que também na França, já é um pouco mais substancial. Aqui a gente tem leis que, na prática, não se realizam, né? Então, quais são as aproximações possíveis entre as vulnerabilidades de populações francesas e as vulnerabilidades no Brasil? Porque eu vejo que, quando eu penso na França, eu penso também numa educação que funciona, uma educação de qualidade. Eu penso em liberdades mais consolidadas, liberdades individuais. E, no Brasil, a gente está a quilômetros de distância disso. Eu gostaria que a senhora comentasse. Obrigada. Alors, bien sûr, vous avez raison. Il y a une grosse différence entre les deux pays. Il faut que j'enlève ça. Il y a une grande différence entre les deux pays dans la mesure où ce qui... Je sais pas, ça c'est... Okay, ça donne. Ce qui est très différent, je l'ai dit hier dans ma conférence, et c'est une idée qui est très chère à Miguel, c'est le fossé ici entre riches et pauvres est très important, et surtout, les classes moyennes sont beaucoup moins représentées qu'en France. Ce qui est en train d'apparaître dans les campagnes de prévention, c'est l'accentuation mise sur les classes moyennes. Or, au Brésil, elles sont beaucoup moins présentes, beaucoup moins importantes. Mais quand même, en France, le fossé s'est creusé entre les plus riches et les plus pauvres pendant toute la période que je viens de décrire. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ce fossé se creuse, il s'est creusé dans tous les pays occidentaux. Les chiffres sont évidents, hein, aux États-Unis c'est pareil. Bon. Et malgré tout, les campagnes de prévention continuent ou même ont accentué l'évacuation de l'identité sociale des individus. Alors que le fossé s'est creusé et le fossé entre les pratiques s'est creusé. Malgré ces nuances que je vous ai données. Donc, vous voyez, ça fonctionne quand même. Alors, maintenant, je ne connais pas les campagnes de prévention au Brésil. Je ne sais pas si c'est les mêmes phénomènes, mais en France, vous avez quand même cette différence entre riches et pauvres qui reste un élément de réflexion pour se saisir ce paradoxe. Outra questão. Eu queria fazer comentário nessa questão. Eu acho que até a questão da classe média no Brasil, que foi uma questão dos últimos 13, 14 anos, especialmente durante o período do Lula, etc. Essa foi uma questão que apareceu, que é um debate até eu diria novo, né? A criação de uma classe média no Brasil. Mas eu acho que, em relação à saúde, parece que os paradigmas são muito parecidos. Em relação às campanhas, tem uma pesquisa muito bacana de uma outra socióloga francesa, que é Claudine Erslich, que ela fez um trabalho com as campanhas na França, e ela publicou no Brasil. Esse artigo circulou, ele foi muito lido até, eu acho, né? Que ela publicou na Cadernos, uma revista bem conhecida. E o trabalho dela é muito interessante. E aqui no Brasil, a gente tem uma experiência, até vou citar o Jorge Escado, com relação especialmente o grupo da LGBT, né? E que na época da AIDS, nos anos 80, eu acho que teve campanhas muito inteligentes, eles foram se adaptando, e foi aí um pouco, e por isso que eu quero citar, foi aí que surgiu um pouco a discussão de vulnerabilidade, né?
no Brasil, esse conceito vai se desenvolver porque começaram a tratar de uma maneira essa população de que se não apontasse a culpa para essa população. E as campanhas foram muito inteligentes no trato dessa questão. Eu acho que a gente teve um know-how, se desenvolveu um know-how muito interessante de como tratar esse assunto sem estigmatizar as pessoas, né, esse grupo social específico. Então, a gente tem uma experiência muito bacana. Agora, e eu acho que nas campanhas no Brasil, elas tiveram, em algumas situações, um sucesso bem interessante. Mas elas tendem mesmo a ir nessa linha mais geral. Uhum. Bom, a gente vai fazer a última pergunta, depois a gente tem que encerrar por questões de... as duas, então, e depois a gente encerra a questão do tempo, né? Bom dia. Primeiro, parabéns pelo trabalho e pela pesquisa desenvolvida, né, durante todos esses anos. Pelo pouco que foi falado, achei muito interessante. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua obra, aqui, que você mencionou no começo. Eu acho que o nome é A Segunda Vida dos Bebês Mortos, porque eu acredito que, quando nós falamos em aborto, nós falamos de duas vidas, né, de duas pessoas em vulnerabilidade. Né? Então, é a saúde de duas pessoas. E aí eu gostaria que você pudesse trazer um pouquinho dessa sua reflexão que você trata nessa obra. Je suis ravie de pouvoir parler mes deux derniers livres, que j'aime bien. La seconde vie des bébés morts est une enquête systématique que j'ai faite sur une pratique sociale qui est apparue dans tous les grands hôpitaux, et même les petits hôpitaux, du monde occidental, à partir de la fin des années 80, début des années 90. Avant cette période-là, quand une maman perdait un bébé juste avant ou juste après la naissance, on avait l'habitude de prendre ce cadavre de bébé, de l'emmener au crématoire de l'hôpital et de mettre la femme sous calmant et de lui dire d'oublier le plus vite possible et de faire un autre enfant. À partir des années 90, on s'est mis à emmener cet enfant, le nettoyer, l'habiller en bleu ou en rose selon le sexe du bébé, et de proposer à la femme de regarder le corps de ce bébé. En fait, on lui propose même avant la naissance de cet enfant mort, et on lui demande à plusieurs reprises. On lui demande avant, on lui demande pendant la delivery, pendant l'accouchement, et on lui demande après, à peine l'accouchement est fini. Si elle accepte de voir l'enfant, on lui propose de le prendre dans ses bras. Et si elle accepte de le prendre dans ses bras, on lui propose de garder cet enfant pendant un certain temps avec elle, quelques minutes. Bon. Et c'est une transformation radicale de l'usage antérieur, extrêmement rapide. Elle s'est faite en moins de 5-6 ans et elle s'est répandue dans tous les hôpitaux occidentaux. Évidemment, je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette pratique ? Entre-temps, j'avais raconté cette histoire à un médecin chinois à Pékin et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette pratique barbare ?» Et États-Unis, France, Australie, Suède, Norvège, toute l'Europe du Nord pratiquement a cette pratique nouvelle. Et donc, j'ai fait l'analyse systématique, et à la fin de ce livre, La seconde vie des bébés morts, j'ai considéré que je n'avais pas trouvé vraiment la solution de cette histoire. Et donc, j'ai fait ce que je fais d'habitude avec Michel Foucault, c'est-à-dire j'ai fait la biopolitique de la naissance et de la mort. J'ai donc ouvert une enquête sur la naissance normale et la mort des adultes. Puisque la mort autour de la naissance, c'était un point, une tête d'épingle révélatrice, mais qui ne me donnait pas d'explication. Et je me suis alors aperçue que dans le monde social occidental, sans que les professionnels se soient concertés, qu'ils n'aient parlé entre eux, ils faisaient au fond tous la même chose. C'est-à-dire, autour de la mort, on m'a demandé, quand ma mère est morte, « Madame, allez voir le cadavre de votre mère, ce serait bien pour faire votre deuil. » On a commencé à résister à l'accroissement de la crémation, parce qu'on a considéré que la crémation, c'est se débarrasser trop vite du corps mort.
Des films sont apparus en France dans les années 90 qui ont montré la nécessité du voir du corps pour faire son deuil, une expression qui est devenue absolument envahissante, comme l'expression « deuil impossible ». Ça, c'est autour de la mort. Autour de la naissance, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 ? Un phénomène, mais qui n'a aucun précédent dans l'histoire occidentale, qui est vraiment extraordinaire. On a incité des pères, pour la première fois dans l'histoire occidentale, à rentrer dans des salles d'accouchement, à regarder l'accouchement éventuellement, et à couper un cordon ombilical. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire occidentale. Années 80. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? En France, l'allaitement, qui avait énormément baissé depuis les années 30, eh bien, a commencé à monter dans les hôpitaux sous l'influence, au départ nulle, de la Leche League américaine. L'allaitement a commencé à devenir très important. Qu'est-ce qui s'est mis en place aussi ? Le fait de poser le bébé sur le corps de la mère, la nuit, le jour, en permanence. Les luttes pour l'avortement sont devenues des luttes pour faire des bébés par procréation artificielle, c'est-à-dire c'est une transformation idéologique très importante. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple ? La greffe. On a vu, la greffe s'est énormément développée dans les années 70, parce que c'est une demande sociale importante. On a vu apparaître les premiers romans, les premières autobiographies aux États-Unis, disant que l'organe qu'on a reçu, que dans l'organe, il y a peut-être la personnalité du donateur de l'organe. Bref, on a vu apparaître un récit collectif qui a dit que dans le lait, dans le corps, dans le cadavre, dans l'organe, il y a de la relation personnelle, il y a de la personne, il y a du lien social, il y a de l'identité qui vient se mettre. Il faut allaiter pour que l'identité de mère soit meilleure. Il faut couper le cordon pour que l'identité de père soit confortée. Il faut mettre le bébé sur le corps pour que la relation mère-enfant soit de meilleure qualité, que la mère soit une meilleure mère. Et il faut voir le cadavre de sa mère pour être un endeuillé plus pacifié, plus tranquille. Donc, en fait, j'ai vu apparaître un récit collectif où les identités et le lien social faisaient l'objet d'une inquiétude, aujourd'hui, importante, et donc il fallait absolument du corps pour colmater, pour réparer cette inquiétude sociétale. Et ce sont les professionnels qui ont fait ça. Ce sont un groupe social particulier qui sont les professionnels du soin, de la santé, du psychisme, qui ont mis en place ce système-là. Donc en fait, le corps est devenu, dans nos sociétés, une manière de penser le monde social très important. La biologie est devenue la manière de penser le monde social, les identités, le lien social. Voilà, une réponse un peu longue à votre question, mais comme j'adore mon dernier livre, ça m'a donné l'occasion de le défendre ici. Oui. Pardon. Bom dia, queria parabenizar pela exposição. E a minha pergunta vem no sentido da questão do consumo das drogas ilícitas, né? Você falou que lá na França tem assim, essas campanhas, né, contra o álcool e contra o fumo. Aqui no Brasil também, né, tem essa campanha. Acho que a campanha contra o uso do cigarro assim, foi bastante eficaz, reduziu bastante, né, o consumo. Eu não tenho aqui o percentual, mas assim diminuiu bastante. Hoje, poucas pessoas fumam e assim melhorou muito, né, essa questão. Na questão da bebida, ela se restringe mais na questão do trânsito, né, de você não dirigir veículos alcoolizados, com multas caríssimas e campanhas na publicidade. Aí eu queria saber sobre a questão das drogas ilícitas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um problema sério em relação a isso, principalmente em relação à questão do crack, né, que é uma droga que é mais popular. Claro que o pessoal de classe média e das classes A usam, mas ela afeta principalmente as pessoas de classe mais baixa, né, as pessoas das periferias e principalmente a população negra, né, que aqui no Brasil sofre muito, né, com essa questão do consumo de droga ilícita. Então, eu queria saber
se lá na França vocês têm esse problema e se tem alguma campanha em relação a isso e qual é a população que é afetada com essa questão das drogas ilícitas. Alors, je n'ai pas travaillé sur les drogues illicites. Ce que je trouve très intéressant dans votre question, c'est que c'est la question justement des consommations populaires que vous posez, le crack. Et j'ai très envie de savoir si il y a eu des campagnes au Brésil dirigées vers cette consommation spécifiquement populaire. Je trouve que ce serait intéressant. Voilà. Vous pouvez faire peut-être oui ou non. Non, il n'y a pas eu. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Quand vous dites la consommation de tabac a énormément baissé, elle a sûrement baissé partout, la consommation de tabac, mais elle a baissé notamment dans les groupes sociaux qui étaient capables, qui voulaient, qui avaient déjà intégré cette idée d'autocontrôle des mauvais éléments, tabac, alcool, etc. Il reste très intéressant que la spécificité de la consommation populaire n'a pas été prise en compte dans ces campagnes. Bon, tout le monde fume, si vous voulez, hein, mais le rapport spécifiquement populaire à la pulsion n'a pas été pris en compte. Donc ça va dans le sens de ce que je vous dis. Mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas, je ne me souviens pas d'avoir vu des campagnes sur la drogue en France, sur les murs. Mais peut-être c'est dû à mon ignorance. Je voulais ajouter quelque chose parce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans mon exposé, qui n'est pas cohérent. C'est que je vous ai dit que c'était une biopolitique relativement soft, douce, mais c'est pas toujours vrai. Ce qui est absolument sidérant dans nos démocraties occidentales, c'est qu'il y a un lieu où la contrainte, l'obligation, l'interdit est devenu absolument extraordinaire, c'est à propos de ce souci d'État du destin physique des individus. Quand vous réfléchissez que vous n'avez plus le droit de fumer, pas simplement dans un lieu public, mais dans des lieux qui échappent au magistère public. Vous n'avez pas le droit de fumer sur un quai de métro. Vous n'avez pas le droit de fumer. En France, vous n'avez plus le droit même de descendre sur le quai du train, le quai dans la gare, pour fumer. Bon. On a là des interdits, alors que beaucoup de choses ont été autorisées. Là, vous avez un interdit absolument, avec des amendes prévues, absolument extraordinaire. Donc, ça montre que là, ce qui est devenu envahissant, c'est effectivement le souci des corps, de devenir physique des individus, qui est devenu tellement envahissant que l'évolution assez évidente de la démocratie, d'un gouvernement doux, soft, etc., là, connaît une exception absolument énorme. Et de même, un autre exemple qui me paraît frappant, c'est que les campagnes pour la sécurité routière en France sont devenues des campagnes absolument effrayantes. On voit un accident, on entend les gens qui hurlent et qui pleurent, on voit ensuite les corps qui sont emmenés à l'hôpital, on voit le responsable de l'accident qui pleure à côté du corps, etc. Et ça avait commencé en Grande-Bretagne un peu auparavant, et c'est la même chose, c'est-à-dire que le souci, le devenir des corps est devenu tellement important que l'autoritarisme, là, l'autoritarisme politique, là, est plus important qu'il n'est nulle part ailleurs. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, disons, il est très important dans ce domaine-là. La biopolitique, c'est vraiment le souci des corps et du devenir des corps. Autre question éventuelle? Ça, on a réussi à vous épuiser, c'est bien. C'est dommage que j'ai pas pu parler davantage de mon dernier livre. Oui? Tem uma última questão, lá depois a gente fecha, a gente passa para o cerimonial. Por causa do... Bom dia. Eu achei interessante uma frase que a senhora falou, o uso dos corpos na sociedade.
E eu queria que você falasse mais sobre isso e o corpo como um produto na sociedade. E se tem a ver com o seu livro Viver e Deixar Morrer. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Elle n'est pas assez... Oui, un peu plus. Eu fiquei com dúvida sobre a frase assim, o uso dos corpos na sociedade, ou o papel do corpo na política. D'accord, ok. Alors, ce que j'essaye de faire dans mes différents livres, c'est de montrer qu'il y a eu deux moments dans la biopolitique contemporaine. Il y a un premier moment que les femmes d'un certain âge ou les hommes d'un certain âge ont connu. C'est le moment, un peu peut-être une parenthèse dans l'histoire, où les hommes et les femmes se sont vus donner le droit de disposer de leur corps de manière très importante. C'est les années, en tout cas en Europe, c'est les années 60, la décennie 65-75. Voilà, c'est très précis. En France, c'est 65-75, en Italie aussi, en Angleterre aussi. Bon, c'est un moment où, cette phrase que peut-être vous connaissez, où les femmes ont commencé à dire « un enfant si je veux, quand je veux ». Donc elles ont eu le droit de disposer de leur corps pour la procréation, ce qui est une véritable révolution anthropologique, ça. De l'autre côté, le droit à disposer de son corps en fin de vie. Il faut que vous sachiez qu'en France, il y a eu deux grandes pétitions dans les années 70. La première pétition est la pétition qu'on a appelée la pétition des 343 salopes. Alors une salope, c'est une femme de mauvaise vie. C'était des femmes qui avaient avorté. Alors, on n'a jamais su, c'est les 343 personnes en question, dont il y avait Simone de Beauvoir, par exemple, avaient vraiment avorté, mais en tout cas, elles ont fait une pétition en disant « nous avons avorté et nous revendiquons le droit officiel de l'avortement ». Mais un peu après, vous avez eu une autre pétition, qui est une pétition qui avait été faite par des intellectuels, dont Pierre Bourdieu, si je ne me trompe pas, qui était une pétition en faveur de l'euthanasie. Là, c'était plutôt des hommes qui disaient qu'ils voulaient avoir le droit de choisir leur fin de vie. C'est ce qu'on appelle la période pro-choice, c'est l'expression américaine. Simplement, quand on parle de pro-choice dans les pays anglo-saxons, on parle toujours du pro-choice au niveau de la contraception. Mais moi, je pense que c'était une période de pro-choice au niveau du début et de la fin de vie. Il y a eu... cette période-là est un droit à disposer de son corps et l'hôpital a dû s'adapter. Il a dû fabriquer un gouvernement par la parole pour contrôler malgré tout ces femmes qui demandaient la contraception, l'avortement, etc. De même, autour des mourants, tout un système s'est mis en place de sollicitation de la parole. Mais il y a eu une deuxième période. Et cette deuxième période, elle est due au fait que ces professionnels de la naissance et de la mort se sont trouvés affrontés à des gens qui considéraient qu'ils avaient le droit de disposer de leur corps procréateur aux mourants. Et il se trouve qu'il y a eu un phénomène sociologique, peut-être le même au Brésil, c'est que dans cette même période, les femmes qui en majorité accouchaient à la maison, jusqu'en 1952, la majorité des femmes françaises accouchaient à la maison. À partir de 1952, la majorité des femmes françaises vont accoucher à l'hôpital. De même, jusqu'en 1960, la majorité des gens mouraient à domicile. Ensuite, les gens commençaient en majorité à mourir à l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est pratiquement 90% des gens à Paris meurent à l'hôpital. Donc, les professionnels de la santé se sont trouvés à gérer des corps de bébés morts, de bébés avortés, etc., ou des corps de mourants. Et ces gens-là, ça c'est vraiment de la sociologie, ce groupe social-là a inventé des méthodes pour freiner le mouvement. Pas pour empêcher l'avortement, la contraception, la procréation artificielle, pas pour empêcher l'euthanasie, ils ne sont pas forcément contre. Ils ont intégré eux-mêmes l'évolution idéologique, mais ils ont créé des systèmes pour freiner le mouvement. Et pour freiner le mouvement, ils ont conservé le gouvernement par la parole. On peut toujours demander la contraception, l'avortement, mais ils ont dit « Regardez, madame, votre bébé mort. C'est pas bien d'avorter.
C'est pas bien d'avorter. En tout cas, d'avorter à répétition. Alors, on ne montre pas des bébés morts à des femmes qui viennent avorter, hein, mais une femme qui a perdu un bébé, on freine son désir de faire. D'ailleurs, on dit aux mères, ne faites pas un autre enfant tout de suite. Attendez. On freine le mouvement de ces demandes sociales. Et même chose pour la procréation artificielle. On essaye de faire que les individus deviennent de moindres consommateurs des nouvelles autorisations à disposer de son corps. On est passé du pro-choice dans les années 90 à un autre système qui n'est pas le pro-life qui avait avant le pro-choice et que j'ai appelé le pro-body, c'est-à-dire le corps asservi pour ralentir le rythme des pratiques sociales. Il faut allaiter, madame, votre bébé pendant 4 ans, si vous pouvez. Si l'enfant demande d'allaiter pendant 4 ans, ce serait bien de l'allaiter pendant 4 ans. Donc on ralentit le rythme de la consommation de bébés, de contraception, etc., en montrant du corps, du placenta, le placenta, oui, très important, de montrer le placenta aux mères, le placenta, du cordon, etc. On se sert du corps pour ralentir le droit à disposer de son corps qui s'était installé dans les années 70. Voilà comment je peux vous répondre. Agradecemos a fala da professora Dominique Memmi, registramos e agradecemos a presença de Pai Ojuobá e damos por encerrados os trabalhos desta manhã. Retornaremos às 14 horas para dar continuidade às atividades do 2º Seminário Internacional de Populações em Vulnerabilidade. Obrigada. Merci.